Tout le monde a déjà croisé un magicien. Il a fait apparaître une pièce derrière votre oreille, il a transformé, devant vos yeux, le 2 de carreau en as de pique, il a pénétré votre esprit pour y lire un mot que vous aviez choisi librement dans un livre, ou il a fait apparaître une moto dans une énorme boîte transparente qui avait scrupuleusement été inspectée par des spectateurs. Il vous a émerveillé, il vous a énervé, il vous a fasciné, il vous a volé votre portefeuille. C'était au vin d'honneur d'un mariage, c'était lors d'une soirée, c'était sur la scène d'un théâtre, c'était dans la rue, ou c'était à l'Indiana Café le dimanche entre 13h et 15h. Quand j'étais petit, j'étais absolument fasciné par les magiciens. Alors j'en suis devenu un. J'avais 8 ans quand j'ai poussé pour la première fois la porte d'un vrai magasin de magie. Imaginez un lieu où on peut acheter des tours de magie. Pas la boîte pour enfants, non. Les tours qu'on voit à la télé, les vrais jeux de cartes de professionnels imprimés aux États-Unis. Je me souviens encore de la première fois que j'en ai eu un en main. On trouvait des tours à 200 francs, qui s'avéraient être simplement un petit paquet de cartes et une dizaine de pages d'explications, de techniques, de dessins et de conseils. On pouvait y trouver des cassettes mystérieuses, des boîtes pour faire disparaître des colombes. Et dans ce magasin de magie, on pouvait aussi discuter avec des magiciens, s'échanger des secrets, se défier et se raconter quelques ragots sur les stars du milieu. Au fil de mon apprentissage, c'est un monde underground et passionnant qui s'est ouvert à moi. Un monde d'ingéniosité, de secrets, de travail acharné et d'amour du détail. Mais aussi un monde d'ego, d'envie, de manipulateurs, de guerre d'artistes et de mensonges marketing. Je suis Guillaume Natas, vous écoutez Magicos, produit par Slate.fr. Dans chaque épisode, je serai accompagné de magiciennes et de magiciens, et ensemble, nous répondrons à une question. Comment devenir magicien ? Pourquoi si peu de femmes font de la magie ? À quoi jouent les mentalistes ? Et aujourd'hui, qui invente les tours de magie ? Car oui, il a bien fallu que quelqu'un soit le premier à se dire qu'il serait vraiment sensationnel de faire apparaître une carte préalablement signée à l'intérieur d'un citron. Un peu sale, mais sensationnel. Car chaque tour a une origine et se développe au fil des années, jusqu'à aujourd'hui, où des dizaines de nouveaux tours, livres, DVD, Blu-ray sortent chaque semaine. Je suis avec Maxime Choucht et Sylvain Vip. Si vous ne les connaissez pas, vous avez peut-être déjà assisté sans le savoir aux fruits de leur travail. Maxime et Sylvain sont créateurs de tours parmi les plus appréciés dans le milieu. Chacune de leurs créations est attendue, scrutée et le plus souvent très appréciée. La dernière était même épuisée avant sa sortie, juste avec les précommandes, c'est-à-dire que personne ne savait vraiment ce qu'il achetait. Salut messieurs, bienvenue. Salut. Alors je vais vous proposer de nous dire un petit peu qui vous êtes, parler de votre parcours. On va discuter ensuite de votre travail, de comment vous en êtes arrivé là, et de ce milieu dans lequel vous travaillez et que vous aidez à développer chaque jour. Ok, très bien. Maxime ? Moi, je suis arrivé à la magie très très tard déjà, parce que la plupart des magiciens souvent ont débuté avec leur première boîte de magie et n'ont plus jamais abandonné l'art magique. Moi, j'ai une boîte de magie, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu intéressé ensuite durant ma vie, mais sans que je me passionne pour ça plus que ça. Et c'est seulement à l'âge de 20 ans que le coup de cœur s'est vraiment produit et où je me suis complètement plongé corps et âme dans cette discipline et plus particulièrement dans le mentalisme. C'était pour moi juste un hobby, puisque jusqu'à l'âge de 28 ans, même la trentaine, j'étais juriste. Je travaillais dans un cabinet d'avocats et c'est devenu mon métier un peu après mes 30 ans. Où finalement un concours de circonstances a fait que ça a pu devenir mon métier. La rencontre avec Sylvain a beaucoup joué là-dessus et on a développé ensemble avec un autre mentaliste qui s'appelle Victor Vincent, une émission télé. On était amis, en fait, on se connaissait, on s'est rencontrés et Victor m'a proposé de les rejoindre. Ils travaillaient déjà tous les deux ensemble, m'a proposé de les rejoindre sur le travail de création de cette émission. Et ça a été le premier pas dans, on va dire, le monde professionnel magique pour moi. Alors moi, c'était beaucoup plus jeune, parce que moi, je suis tombé dans la marmite tout petit. J'ai mon père, en fait, qui était magicien. Il a été magicien jusqu'à 25 ans. Après, il a fallu me nourrir, donc il a fait un autre métier quand je suis arrivé. Et donc, j'avais la bibliothèque avec tous les vieux livres de magie. Donc, en fait, j'ai appris à lire avec les livres de magie. J'ai commencé la magie, il y a 5-6 ans. Mes premiers tours, c'était la corde coupe et raccommodée. Et j'ai pas arrêté. Mon père était content de me donner le flambeau, en fait.
Et donc, c'était assez cool. J'ai fait de la magie en même temps que mes études. Et ensuite, je savais pas du tout quoi faire. Donc, je me suis lancé dans l'informatique. Donc, après un bac+1, j'ai travaillé dans l'informatique et j'ai cherché un travail qui me permettait de faire les deux. Travailler en close-up parce que je faisais des galas de close-up. Et le seul métier qui me permettait de faire ça, c'était en fait, j'avais trouvé le métier de moniteur auto-école. Ça me permettait en fait, moniteur auto-école, comme j'étais payé à l'heure, de pouvoir travailler une semaine à l'auto-école et partir une semaine à l'étranger ou en banlieue pour pouvoir faire ce que je voulais faire en magie. Donc j'ai fait ça pendant 15 ans. Et après, un petit peu avant, j'ai rencontré Maxime. Je travaillais et la magie encore en tant que moniteur auto-école. Et on a créé la boîte. Et là où on a commencé à bosser ensemble. Et j'ai commencé à créer quelques effets aussi dans le monde magique. Et j'ai croisé Victor Vincent à un café. Il m'a envoyé un mail en me disant est-ce qu'on peut boire un coup. Et je lui ai dit écoute, pas de souci. Et je lui ai montré mes petits trucs que je vendais à l'époque en très petite quantité, de façon très underground. Et il m'a dit c'est cool. Écoute, est-ce que ça t'intéresse qu'on bosse ensemble sur des prochains projets? J'ai dit écoute, allez, on est parti. Et c'est comme ça que j'ai vraiment débuté avec Victor et j'ai rencontré Maxime. Non, je t'avais rencontré avant. Donc là, on a déjà une vision un petit peu du monde de la magie, c'est-à-dire qu'on a 3 profils différents. On a d'un côté donc Victor Vincent qui est un professionnel qui se produit beaucoup. Oui. Toi, Sylvain, tu as été quelqu'un qui t'est produit peut-être plutôt pour des galas privés. Ouais, c'est ça. À t'entendre. Donc là, on a vraiment deux manières de gagner sa vie quand on est magicien. Et toi, Maxime, t'es jamais monté sur scène? La scène, non. J'ai fait du close-up plus tard que Sylvain, mais la scène en elle-même, non. C'est vraiment quelque chose qui m'a jamais tenté. Moi, j'ai toujours été beaucoup plus attiré par la part de création que par la part d'interprétation. Finalement, on en parle souvent, on retrouve un peu le parallèle dans le monde de la magie là-dessus avec le cinéma. C'est vrai que les gens ont pas idée. Les gens pensent souvent quand ils voient un magicien que il est auteur, créateur de tout ce qu'il interprète. Mais finalement, c'est un peu comme au cinéma où il y a des scénaristes, des acteurs, un réalisateur pour un film. Un scénariste n'est pas forcément acteur et vice versa. Voilà, et on est un peu dans le même schéma. À savoir qu'ensuite, il y a des gens qui savent le faire. On disait par exemple Darren Brown. Voilà. Dans la magie, il y a quelqu'un qui s'appelle Darren Brown, qui est autant créateur qu'interprète. De la même manière qu'au cinéma, on peut prendre Guillaume Canet, peut lui-même être acteur de ses propres films qu'il a écrits et réalisés. On a différents profils qui existent, mais la majeure partie des interprètes, des magiciens qu'on voit sur scène sont en effet plus souvent interprètes de tours créés par d'autres personnes dont c'est le métier. La création, cette part d'ombre est le métier. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que nos auditeurs découvrent, c'est qu'en fait, les magiciens ne créent pas tous leur tour. Pas voilà. tous, ouais. Créateurs et des performeurs, c'est différent. Des créateurs et des performeurs. Et donc derrière beaucoup de performeurs, il y a un ou plusieurs créateurs. Oui. Mm-hmm. Et ça, on s'en doute pas forcément. Non, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément. Ensuite, c'est pas quelque chose de péjoratif. Je pense qu'il faut pas y avoir quelque chose de décevant en se disant non, parce que ça demande quand même un talent énorme d'être capable d'interpréter des tours qui ont été créés par d'autres. De la même manière qu'on en parle souvent, nous, si on ne fait pas de scène, réellement on fait du close-up, effectivement. Le close-up, je sais pas si les auditeurs connaissent le terme, c'est la magie de proximité qu'on voit souvent dans les soirées événementielles, dans les restaurants, où le magicien vient à votre table. Donc ça, c'est un art à part. Mais la scène est vraiment un art vraiment pour lui, vraiment à part, et demande une capacité de jeu, d'acteur, quand même assez poussé, et les plus grands magiciens finalement sont des excellents interprètes sur scène, et en tant que créateur, nous on se le dit souvent, on ne se sentirait pas du tout légitime à être sur scène, parce qu'on ne donnerait pas vie même à nos propres créations qu'on fait pour des artistes de scène, des spectacles, on ne saurait pas les faire vivre comme eux les font vivre. Alors on a tous vu Le Prestige, qui est ce film assez fascinant sur le monde de la magie, dans lequel on assiste à un combat de magiciens, donc 2 magiciens anglais qui pendant toute leur vie, vont essayer d'avoir le meilleur tour, se voler les tours, être en concurrence. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que vous avez pu constater dans le milieu? Il y a toujours, en fait, chez les magiciens, je pense, l'envie de bluffer leur public, de les faire voyager à travers leur spectacle. Mais il y a cette envie aussi que quand il y a le magicien qui est là dans la salle, s'il y a un autre magicien assis dans la salle, qui se disent « Ah, je comprends pas ce qui se passe là. On a le meilleur tour. Pas. » Ouais. Donc en fait, un très bon tour qui a été créé et qui n'a pas encore été présenté, ça a une grande valeur. Oui. Moi, ça me rappelle une de vos publications Facebook, donc sur votre page, où vous annonciez que finalement, vous ne sortiriez pas un tour que vous vouliez présenter et vendre parce qu'il avait été acheté par un magicien. Ouais. Oui, effectivement. Donc ce sont des choses qui arrivent. Ouais, ce sont vraiment des choses qui arrivent. C'est un tour qu'on avait développé. On avait pas mal parlé à pas mal de monde que ça allait être disponible. Et un artiste pour lequel on travaillait déjà à l'écriture de ses spectacles, au détour d'une conversation, on lui a présenté en fait ce tour qu'on allait sortir. Et il nous a demandé, est-ce que vous pourriez attendre? Je voudrais réfléchir, j'aimerais bien acheter l'exclusivité de ce tour, il me plaît vraiment, j'aimerais bien en avoir l'exclusivité. Il a réfléchi, il y a bien sûr une négociation commerciale,
tout secret a une valeur, finalement. Et on s'est mis d'accord, et du coup, il a acheté effectivement l'exclusivité de ce tour, qui n'est jamais sorti, du coup, pour le grand public, entre guillemets, parce qu'il faut savoir que la magie, en fait, il y a aussi un grand marché de niche grand et niche, ça va peut-être pas forcément ensemble, mais un marché de niche, en tout cas, de gens passionnés de magie qui vont peut-être des fois même faire leur tour uniquement à leur famille, leurs amis, mais qui achètent énormément de tours de magie, qui sont très intéressés par l'achat de tours de magie. Donc on imagine toujours les magiciens comme les professionnels qu'on voit sur scène, mais il y a aussi des gens qui sont simplement des passionnés, et il existe un réel marché pour ces passionnés. Donc ça, c'est le 4e magicien, et c'est moi, le magicien qui achète plein de tours, qui va en utiliser de temps en temps un, et qui finalement fera souvent les mêmes tours à ses amis, mais il y a aussi une vraie niche de vente de tours à des amateurs éclairés. Oui, exactement. Alors, vous nous disiez qu'il y avait ce marché un petit peu au niveau des professionnels. Combien ça coûte un secret ? Alors là, c'est très compliqué de chiffrer directement un secret. Ouais, ça dépend du temps qu'on va mettre, surtout. Ça va dépendre du temps de l'objectif. Évidemment que le tarif va pas être le même si c'est une production qui est destinée à une émission télé sur une grande chaîne, qui va être diffusée. Si c'est pour un spectacle avec une petite production, si c'est pour un spectacle avec une grosse production. Donc c'est difficile de fixer un tarif direct sur un secret. Mais le prix des secrets peut varier pour les tours qui sont vendus aux amateurs. On en trouve généralement autour de 20-30 euros les premiers. Et ensuite, les tours pour des professionnels, ça peut aller à une dizaine de milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros pour certains tours qu'on peut voir sur les scènes de Las Vegas ou des choses comme ça. On dit souvent que David Copperfield est la personne qui achète donc le plus de tours de magie. On connaît donc tous David Copperfield, il a toujours fait de la magie, c'est sûrement un des magiciens les plus connus aujourd'hui, même si il y a du challenge avec Derren Brown qu'on évoquait tout à l'heure, donc un mentaliste anglais extraordinaire et très apprécié dans le milieu. On a aussi David Blaine, qui repousse les limites de la magie dans quelque chose de nouveau et qui est complètement incroyable. Ouais. On l'a vu récemment donc sur un Late Show, dans lequel il est toujours invité pour discuter tranquillement avec Jimmy Fallon, ça papote un peu tous les deux, et puis d'un coup, David Blaine s'en va, puis il revient, il fait « Attends, je vais te montrer un truc », et là, dans le dernier, il secoue la bouche. Voilà, il secoue la bouche en direct, alors à la fin, il fait sortir une carte de sa bouche cousue, ce qui est un tour assez commun, mais sauf que lui, il secoue la bouche. Alors après, je me dis, c'est un dingue. Quand t'es créateur de tours et puis que tu vois l'autre qui vient de se coudre la bouche en direct à la télé, ça doit être un peu compliqué de retrouver de retrouver son mojo et de se dire allez, on va continuer à avancer. Donc on a des personnages comme ça un peu incroyables dans le milieu. Ouais. Mais est-ce que vous, par exemple, quand vous avez créé quelque chose d'extraordinaire, votre premier réflexe, c'est d'aller voir les plus grands et d'essayer de leur proposer ce tour, ou est-ce que votre démarche, ça va quand même plutôt être de le proposer au plus grand nombre ? Alors la première démarche, on va revenir à la base même de la démarche, on est vraiment comme des enfants en fait. Ouais, on crée des effets pour nous en fait. Dans la création, c'est vraiment, on les crée pour nous au début, pour se dire, ça me fait kiffer, je trouve ça génial, regarde, je te bluffe, tu me bluffes, regarde tout ce qu'on pourrait raconter avec ce tour-là. Donc il y a d'abord le côté pour nous. Ensuite... Il y a des trucs qui bluffent pas du tout, c'est-à-dire qu'on se vend des trucs mutuellement et puis on dit, moi c'est nul et on fout ça dans un tiroir. Voilà. Donc dans votre démarche créative, la première étape, vous êtes amis, vous êtes amis, collègues, et vous montrez des trucs. Ouais, c'est ça. On se parle de trucs, une idée qu'on a eue en regardant un film, en regardant un truc, on dit tiens, on pourrait faire ça. Ouais, c'est nul, bon bah ok, on passe à autre chose. Et si c'est bien, on creuse, on développe. Ouais. Ensuite, il y a des choses où on va sentir que c'est quelque chose qui peut intéresser, on va dire, ce public de passionnés. Ça va pas être les mêmes attentes du côté d'un public de passionnés et aussi d'un artiste qui fait de la scène. Ça va pas forcément être les mêmes attentes, les mêmes exigences. Le passionné a besoin souvent de simplicité. Parce qu'il y a un rapport, on va dire, un peu compulsif à l'achat, où on a toujours... le magicien, un passionné, garde son âme, je pense, de l'enfant qui a envie d'avoir un secret. Connaître le secret. Et on a toujours... l'impression que même quand on connaît plein de choses en magie, que mais attends, là il va y avoir un truc, là ça va être le vrai secret. On a toujours l'impression qu'on va accéder à la vraie magie. Ça y est. Le Graal, la recherche du Graal en fait. C'est ce fameux Graal qu'on cherche tous en tant que magicien finalement, qui est finalement c'est qu'entre guillemets il n'y a pas de truc, il n'y a rien. On arriverait à faire les choses réellement et on a toujours un peu, je crois, cet espoir finalement. Et il faut que les tours qui s'adressent, on va dire, au milieu des passionnés suscitent cette excitation et offrent derrière aussi, pour pas qu'il y ait une trop grande déception, une certaine forme de simplicité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont les faire uniquement, comme on disait, pour leurs amis. Tu nous en parlais tout à l'heure.
on n'a pas forcément envie qu'il y ait un modus operandi extrêmement complexe derrière, alors qu'un artiste de scène va pouvoir s'autoriser des choses beaucoup plus complexes. Et puis pareil, sur scène, la configuration n'est pas la même. Un artiste qui est sur scène va avoir beaucoup plus de possibilités. Il gère son éclairage, il gère le son qu'il y a sur scène, il gère son placement sur scène, tout ça. Quelqu'un qui va faire pour ses amis ou même le faire en restaurant, aller de table en table, va pas avoir le contrôle de son environnement. Donc ça va aussi conditionner le choix du public pour le tour qu'on va créer. Il y a des tours où on va créer, on va se dire c'est uniquement possible pour un artiste de scène. Un artiste qui fait en restaurant ne pourra jamais faire ce tour-là. Donc là, ce qu'on évoque, c'est les différents types de tours. Donc pour les tours qui sont vendus aux particuliers, on a deux grandes familles. D'un côté, les tours automatiques ou presque automatiques, pour lesquels, en fait, il faut quelques minutes pour maîtriser le trucage. Et ensuite, alors, on peut passer une vie à trouver un bon texte, et le tour automatique le plus simple pourra avoir un effet très impactant sur les gens, mais en tout cas, il sera facile à apprendre et facile à présenter. Et on a d'autres tours qui demandent entre une demi-journée à plusieurs années de travail pour maîtriser. Donc là, on arrive dans des manipulations de cartes, des manipulations de pièces, parfois des manipulations d'objets qui peuvent être des objets d'ingénierie très fine ou des choses très simples, mais avec un simple jeu de cartes, quand on voit les tricheurs et compagnie, c'est beaucoup de travail technique. Donc là, vous nous expliquez qu'en fait, c'est pour les particuliers, il vaut mieux faire des choses simples. Après, il y a plusieurs paliers, parce que quand on crée des effets, on a plusieurs paliers, c'est-à-dire qu'on peut faire les effets assez rapidement, en ayant lu toute la notice. Il y a des degrés où après, on peut essayer d'améliorer. Et on essaie toujours d'avoir ça. Voilà, de toujours avoir ça de façon à ce que, parce qu'il y a des magiciens qui sont débutants, des magiciens qui sont un petit peu plus confirmés, et d'autres qui sont professionnels, justement. Et le professionnel va retrouver dans les notices des choses qu'il peut faire, que pourrait pas forcément faire un débutant, mais ça permet d'évoluer aussi. Les débutants peuvent faire des choses beaucoup plus compliquées. Donc on essaye à chaque fois d'avoir des effets comme ça évolutifs. Où on peut découper finalement le tour en plusieurs sections et chacun fera le tour qui correspond à son niveau, on va dire. Mais ensuite, quand tu dis aussi, est-ce qu'on pense tout de suite à aller le vendre à quelqu'un ou le vendre au grand public, il y a aussi la phase avant qui est aussi, souvent, on le garde pour nous pendant un moment. Ah oui, ça oui. Il y a beaucoup de créations, certaines où pendant 10 ans, on l'a gardé pour nous, pour justement quand on faisait du close-up ou des choses comme ça. Oui. Il y en a un qu'on a gardé 10 ans. C'est comme ça que vous construisez aussi un peu votre réputation de créateur, j'imagine. Oui. Un bon créateur, quand tu le rencontres, il te montre quelque chose qui va t'éclater la tête. Oui. Et ensuite, tu vas le supplier de te vendre le truc éventuellement. Et là, d'une certaine manière, c'est aussi un petit peu votre manière de vous vendre, parce que c'est un métier de freelance, c'est un métier d'artisan, c'est un métier de l'ombre, et ça doit pas être évident de se faire une place dans le milieu. Alors vous avez réussi, mais au bout de combien d'années, au bout de quoi comme effort? Est-ce qu'il y a eu des moments très difficiles dans votre carrière de créateur de magicien? Oui, il a fallu du temps. Oui, il a fallu du temps avant que ça se mette en place. Notre première création, justement. On savait pas où ça allait être. On en avait sorti un nombre. On s'est dit si ça se trouve, on va se prendre une tarte et on avait vraiment peur. Et on a eu de la chance parce que ça a plu. Au départ, exclusivement, on était une bande de 3 avec Victor Vincent, de 3 amis, et on travaillait exclusivement avec lui, et on travaillait du coup tous les 3 pendant quand même plusieurs années, assez longtemps. Et un jour, on a eu envie de sortir comme ça un truc, de monter notre boîte tous les deux et de sortir un premier effet, on va dire, pour les passionnés, parce qu'avant, on travaillait uniquement avec donc, du coup, quelqu'un qui faisait de la scène. Et il se trouve que ça a eu du succès et que ça nous a motivés à continuer, mais on aurait très bien pu se prendre une tarte. Et de toute façon, à chaque fois qu'on sort quelque chose, on a toujours ce doute-là. Ah oui, ça. On peut pas savoir. Et de la même façon que lorsqu'on écrit un spectacle pour quelqu'un, c'est toujours l'angoisse de savoir est-ce que ça va fonctionner, est-ce que les tours vont fonctionner. Donc quand vous créez un effet, vous vous arrêtez sur un effet qui vous plaît, vous imaginez ensuite la manière de le présenter, et puis ensuite, techniquement, comment ça se passe? Il va falloir fabriquer tout ça. Tous vos effets sont accompagnés d'un livre. Donc, moi, je parle en tant que client. Il y a toujours, donc, avec vos effets, un livre qui est broché et dans lequel vous commencez par raconter comment vous avez créé cet effet-là, puis vous parlez de l'effet. Et à chaque fois, vous parlez énormément de vos inspirations, de vos sources. Et donc, ça, c'est une des choses très agréables de ce milieu. C'est que quand vous lisez du bon matériel magique, ça va vous amener vers d'autres auteurs, d'autres créateurs, d'autres techniques, d'autres livres, d'autres DVD. Et ça, c'est un vrai plaisir de naviguer comme ça et de découvrir des choses. Mais là encore, pour vous, c'est sûrement un défi quand on est 2 professionnels indépendants, de lancer la machine de la création d'un tour. Est-ce que vous êtes accompagné là-dedans ou est-ce que c'est votre boîte encore qui gère ça? On gère ça soit tout seul ou on demande à des amis. Ouais. Voilà, en coproduction, on a fait plusieurs choses en coproduction avec une boutique de magie en fait. Il y a des boutiques de magie. Les auditeurs le savent pas, s'ils le savent forcément. On entend toujours parler de boutiques, mais elles existent vraiment, ces boutiques de magie.
où justement, comme tu disais tout à l'heure, tu as pu pousser la porte et acheter des tours. Donc on a fait quelques coproductions avec une boutique de magie assez importante, mais sinon on gère ça aussi tout seul. Ensuite, il y a toute la partie recherche, effectivement, au départ. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de très important. Qui est quand même beaucoup de temps, et vient toujours effectivement le côté ensuite où il va falloir en faire entre guillemets un produit, quelque chose qui va être fabriqué, vendu. Et c'est pas plus compliqué, j'ai envie de dire, finalement, que n'importe quel autre produit qu'on peut fabriquer dans n'importe quel autre domaine. C'est finalement la partie la plus simple, la partie la plus compliquée va rester la recherche, le développement. La partie recherche et développement. La partie recherche des sources aussi, parce qu'il faut pas se leurrer. On réinvente pas la roue. Voilà, exactement. Et en magie, il y a beaucoup de choses qui ont été créées à travers l'histoire. La magie a une histoire qui remonte à très très loin. Nous, dans notre domaine, on est spécialisé dans le domaine qui s'appelle le mentalisme. Donc toutes les illusions autour des simulations parapsychologiques, de lecture de pensée, prédiction de l'avenir. C'est un art qu'on trouvait déjà dans l'Égypte ancienne. Il y avait les oracles, et on retrouve dans des manuscrits qui datent d'il y a très très longtemps des récits. On trouve des gens déjà dans l'Égypte ancienne ce tour en fait de l'oracle qui revenait à poser des questions. Les gens venaient poser des questions secrètement à l'oracle, et l'oracle leur répondait à leurs questions comme s'il avait lu dans leur pensée la question qu'ils avaient, leur donnait des réponses. Et il y a des traces, quand on remonte à l'époque antique, il y a déjà des traces de ce genre de tour. Pareil, le bonto, le fameux bonto, la balle cachée où tant de touristes se font arnaquer sur les Champs-Élysées à Paris. Il y a des peintures très anciennes de ce tour. Voilà, c'est tout. On retrouve des peintures très très anciennes. Donc il y a cette partie de recherche là-dedans, parce que, et il faut être honnête, en tout cas les créations se basent sur des choses qui existaient déjà. Qu'elles soient récentes ou très anciennes, et l'idée c'est toujours de les amener vers des nouvelles directions, de trouver des nouvelles directions, des nouveaux angles pour des choses qui souvent existaient déjà, et de les rendre encore plus folles, et même des fois à partir de choses que tout le monde connaît dans le milieu de la magie, créer quelque chose où personne ne va reconnaître que c'est cette chose, avec une petite subtilité. Des fois, des gens qui connaissent par cœur un tour vont être bluffés en voyant la même version du tour avec une petite subtilité. J'ai parlé de ce sujet-là avec Jean-Baptiste Dumas en amont de cette émission, qui est un consultant aussi en magie, qui a accompagné des grands magiciens dans leur démarche créative, leur tour, et il m'a raconté l'anecdote du lapin dans le chapeau. Alors, est-ce que vous savez d'où ça vient ? Jean-Baptiste va vous raconter. Tu connais l'histoire du lapin dans le chapeau, qui n'est pas un effet du tout classique dans la magie. C'est plus resté dans les images d'Épinal chez les gens. Et en fait, cet effet, la raison pour laquelle ça commence, c'était une femme en fait qui faisait du vaudeville en fait, et qui expliquait que elle pouvait mettre bas des lapins. Et en fait, c'est ça qui est devenu populaire, c'est que les gens croyaient qu'elle pouvait mettre bas des lapins sous sa robe. En fait, elle mettait des lapins avant, et en fait, les gens croyaient qu'elle accouchait et le lapin sortait. En fait, l'image du lapin qui sort, ça vient de là. Mais il n'y a jamais eu, en fait, dans l'histoire, comme on en parlait, le lapin du chapeau. Ça arrivait après. Mais tu vois, même moi, tu me demandes, c'est quoi le tour du lapin dans le chapeau ? On connaît pas, on a discuté avec plusieurs amis magiciens, et même j'ai vu des essais écrits là-dessus, d'où ça vient, quoi. Et les gens, en fait, savaient pas trop, ils ont fait la recherche, et c'est l'histoire dont je te parlais, avec cette femme. Alors, le lapin dans le chapeau, est-ce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez, vous ? Alors, non, et comme a pu le dire Jean-Baptiste, effectivement, c'est un truc qui n'a pas vraiment exister en tant que tel, enfin qui est pas très identifié en tant que tel. Et il y a d'ailleurs Penn and Teller qui ont fait un tour autour de la question du Penn and Teller, qui sont deux très très grands magiciens américains, un duo, qui ont récemment fait un tour autour de la question justement de ce tour d'où vient le tour du lapin dans le chapeau. Je connaissais pas l'anecdote. Je connaissais pas effectivement l'origine. Par contre, ça, j'ai découvert le vaudeville. C'est un effet qu'on pourra pas faire pour le coup. Ah non. Mais c'est vrai que quand compliqué. On y pense, c'est bizarre comme effet. Ouais, mais je crois qu'il y a pas mal d'effets comme ça qui ont commencé en étant racontés et sur lesquels se sont penchés des créateurs et qui finalement leur ont donné vie pour qu'on se rende compte qu'à la fin, au départ, ils n'existaient pas. Oui. Alors est-ce que ça, pour vous, c'est une source d'inspiration, la rumeur populaire de un tel a fait ça ? Ça peut l'être. Ouais, ça peut l'être. Ensuite, d'avoir entendu parler de quelque chose et de se poser la question de comment ça a pu être fait. Ouais. Parce que ça, il faut savoir que toujours quelqu'un qui a vu un spectacle de magie, quand il va vous le raconter, il racontera jamais ce qui s'est passé exactement. C'est d'ailleurs un des éléments qui est travaillé quand on écrit un spectacle de magie, c'est comment mettre plein de petits éléments qui vont être retenus et d'autres qui vont être complètement oubliés par les spectateurs pour qu'ensuite, quand ils racontent, ce soit encore plus impressionnant que ce qu'ils ont vu réellement.
Et donc, du coup, nous, effectivement, on se nourrit de ça. De gens qui nous racontent qu'ils sont allés voir un spectacle, je sais pas, un pote qui revient de Londres, j'ai vu un spectacle là-bas, le mec, il faisait ça. T'es sûr que c'était comme ça ? Oui, c'est sûr. Alors, du coup, on réfléchit, on crée un truc, et puis un jour, on va voir le spectacle, et on se rend compte que ça n'avait rien, le tour d'origine n'a strictement rien à voir. Et qu'on avait trouvé une autre méthode. Mais qu'on a trouvé une méthode pour faire ce qu'ils nous avaient raconté. Donc, et je pense que beaucoup de magiciens se nourrissent comme ça, autour de ça. Et il y a plein de légendes dans le milieu de la magie, autour de tours. Il y a eu notamment quelqu'un qui s'appelle David Berglas, avec le tour célèbre pour les magiciens, qui est le any card at any number, n'importe quelle carte à n'importe quelle position dans le jeu. Et il y a toute une légende. Est-ce que pendant longtemps, avant qu'il publie une explication à ça, il y a eu plein de légendes sur comment il faisait, comment ça s'est déroulé. Il y a toujours quelqu'un qui l'avait vu fait d'une façon, un autre qui l'avait vu fait d'une autre façon. On savait pas vraiment à quoi ressembler. Et beaucoup de gens ont cherché des méthodes. Ouais, en fait. Ouais. Et ça a été un mystère pendant 40 ans. Ça, et récemment, il a publié un livre autour de ça, et c'est décevant du coup. C'est à la fois décevant décevant et fascinant, mais David Berglas, c'est vraiment quelqu'un qui est particulier dans le milieu parce qu'il a monté sa réputation vraiment sur des gens qui racontent ses tours. Exactement. Il a été en télé, il a été un peu partout, et moi ça me rappelle quand j'étais gamin et qu'on se racontait dans la cour de récré ce que faisait Marilyn Manson, et c'était que des faux trucs. Et je me souviens qu'on disait alors Marilyn Manson, il a tronçonné une vache sur scène. Marilyn Manson, alors et moi je me souviens que je voulais en ajouter, et je crois que j'avais inventé un truc. J'avais dit Marilyn Manson, il s'est coupé une main pour machin, et c'était vraiment qui allait raconter le plus de choses. Et David Berglas, c'est un peu ça, alors qu'en plus on sait que Marilyn Manson est très gentil et plutôt sympa, et que d'ailleurs il y a de la magie dans ses spectacles. Mais David Berglas, il y a une rumeur par exemple qui dit qu'il était avec une princesse saoudienne, je crois, dans un avion, qui lui a fait signer une carte. Donc l'avion était en train de rouler, j'allais dire, mais bon, il était en train de voler, quoi. Donc il était en l'air, et il a fait disparaître la carte, et la carte est réapparue de l'autre côté du hublot. Oui. Ce qui là est un tour qu'on connaît aussi dans le milieu, c'est donc la carte qui apparaît derrière une vitre. Dans un avion comme ça demanderait, je pense, une certaine logistique. Bon, on a les esprits créatifs autour de la table qui doivent se lancer sur le sujet, mais c'est probablement faux. Mais n'empêche que quand on dit que t'as fait ça, t'as même plus besoin de le faire, en fait. Non, c'est comme ça qu'on crée une légende. Hein, et ça fait du matériel pour les créateurs. Exactement. Alors vous, en tant que créateur, est-ce que vous avez, à un moment dans votre processus créatif, dans votre vie, des moments d'intense plaisir autour de votre art, ou des grosses frustrations, si vous avez une anecdote ou un moment dont vous vous rappelez comme ça Du plaisir principalement, hein, pour le coup, on est vraiment on passe nos journées on est comme des enfants, quoi. Mais c'est source de frustration aussi, parce que c'est vrai, il y a des journées qui sont cauchemardesques, c'est-à-dire de recherche d'une solution la page blanche. Un problème. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on travaille, quand on parlait de légende, justement, on essaye, nous, toujours de partir d'une légende qui n'existerait pas, c'est-à-dire de se dire, imagine si on pouvait faire ça. Imagine si quelqu'un était capable de faire ça. Comment on le ferait. Et comment y arriver. C'est souvent le point de départ. Donc finalement, on écrit d'un coup une légende qu'on aurait entendue, mais en réalité qui n'a jamais été racontée, et on va essayer de lui trouver une solution, une explication. Il peut arriver que pendant une semaine, on mette tout à la poubelle en permanence, les solutions qu'on trouve, maintenant c'est nul, ça marche pas. Ensuite, il y a des moments d'épiphanie. Des choses qu'on a mis de côté, puis qu'on ressort 2 ans après, et qu'on trouve la réponse ce jour-là. La réponse, elle est là. La réponse est là. Il y a quelque chose dont on parle très souvent entre nous, l'expression, c'est l'idée de douche. Ouais. C'est-à-dire qu'en prenant sa douche, c'est l'idée. Ouais. On a une idée qui germe pendant la douche, on sort de la douche, on appelle l'autre pour lui dire... Donc on essaie de prendre un maximum de douches par jour pour essayer d'avoir... C'est très mauvais pour l'écologie, voilà. On est propre, c'est mauvais pour l'écologie. Ça, vous êtes très propre pour des magiciens. Ça, ce sera le sujet d'une autre émission, c'est qui sont les magiciens, parce qu'il y a des profils très particuliers, mais voilà, on a ici 2 magiciens très propres, peut-être même 3 si on me compte dedans. Et des frustrations, des moments peut-être. Est-ce qu'un jour vous avez bossé sur quelque chose et quelqu'un d'autre l'a sorti? Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Oui, bien sûr. On avait un effet qu'on avait écrit et qu'on allait sortir, et que boum, c'est sorti aux États-Unis juste avant. Voilà. Par hasard. Parce que c'était un truc sur un thème en fait, et pour le coup c'est sorti, mais exactement. Alors on l'achète pour le coup dès que c'est sorti pour voir si c'est vraiment la même méthode, et on l'achète et c'est la même méthode, donc on peut pleurer puis c'est fini, terminé. Voilà. Alors ça, c'est une question que se posent les gens aussi. Est-ce qu'il y a un moyen de protéger un effet ? Et si oui, comment ? Parce que très compliqué. Il y a même un truc un peu contre-productif, c'est le dépôt de brevets. Est-ce que là, vous voyez de quelle anecdote je parle ? Le flying de Copperfield, qui était un tour incroyable, où donc Copperfield s'élevait dans son théâtre et pouvait voler partout en portant, en l'occurrence, Claudia Schiffer, à l'époque, dans les bras. Sauf que ce tour avait été fabriqué par un ingénieur qui l'avait breveté, et donc le brevet était public. Ouais. Et voilà, ça c'est le problème, et ensuite ça va être le problème, c'est le prix récupéré. Aussi, surtout, de pouvoir déposer si on devait déposer tous les effets, ça coûterait... Combien ça coûte de déposer un brevet ? Ça coûte très très cher, je sais Moi, pas je ne combien, pas le chiffre exactement, mais de toute façon,
Pour quelque chose qui va être réellement de l'ingénierie, comme effectivement le vol quand David Copperfield vole, il y a effectivement le brevet technique qui va pouvoir être déposé. Ensuite, dans des branches comme la nôtre, qui est, comme je disais, le mentalisme, il y a beaucoup de subtilités qui vont être des subtilités de langage, qui vont être des subtilités d'ordre, on va dire, psychologique, la façon d'orienter des choix d'un spectateur, des choses comme ça, des astuces de langage qui vont pas être des astuces, on va dire, mécaniques et brevetables en tant que telles, nécessairement. La justice, en plus, a un regard très, très particulier sur la magie. C'est-à-dire que ils vont pas regarder toutes, justement, les subtilités créatives dans un tour de magie. Souvent, toutes les affaires juridiques qu'il y a eu pour vol, plagiat ou choses comme ça, toujours la réponse était de l'ordre de « mais oui, mais faire disparaître une carte et la retrouver, tous les magiciens le font, c'est pas quelque chose qui vous est propre ». Le juge va rarement au-delà dans l'exploration de la façon de faire, de toutes les subtilités qu'il constitue, va avoir du mal à considérer qu'il peut y avoir un plagiat qui mérite un dédommagement ou un vol. C'est très compliqué, il y a quelques affaires. Il y en a eu, Penn & Teller, justement. Il y a Penn & Teller qui est la principale affaire, peut-être, qui est vraiment l'étendard de ça, mais qui justement fait figure d'exception, où ce duo dont on parlait tout à l'heure, Penn & Teller, ont un tour où Teller découpe une rose, en fait, enfin l'ombre d'une rose, vient couper l'ombre projetée d'une rose, approcher ses ciseaux de l'ombre d'une rose, et la rose perd ses pétales au fur et à mesure qu'il coupe l'ombre. Donc c'est un très joli tour, très très poétique, qui est magnifique. Et un type a décidé, alors là c'est différent parce que c'est pas quelqu'un qui a décidé de refaire le tour dans son propre spectacle, c'est quelqu'un qui a décidé de vendre ce tour-là, de recréer ce tour-là et le vendre. Pour le vendre, ouais. Et le procès a été gagné par le magicien en question, Teller, du duo Penn & Teller. Mais c'est un cas qui fait figure d'exception. C'est très compliqué de protéger les œuvres en magie. Il y a pas mal de plagiat, de toute façon, de copies. Mais comme on revisite. Oui, le delta est difficile à évaluer entre un plagiat et une autre manière de présenter quelque chose. On dit dans le milieu que le meilleur moyen de protéger un effet, c'est de le publier. Oui, c'est vrai. Ça, c'est très vrai. Au moins, vous dites, voilà, on a été les premiers à publier cet effet. Oui. Puis finalement, une fois qu'il est publié, les gens vont peut-être aussi moins chercher à trouver des manières farfelues de le faire. C'est souvent maintenant, en fait, ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est pour avoir une paternité. Publié, c'est plus qu'une protection, c'est l'établissement d'une paternité sur un effet où, voilà. Est-ce qu'il y a des créateurs de tours qui ont emmené vraiment leur secret dans la tombe ? Oui, il y a des secrets qui n'ont jamais réellement été révélés et beaucoup de personnes les étudient en fait pour savoir qu'est-ce qui se passait justement quand on voyait ces tours, quels étaient les modus operandi derrière. On prend par exemple Berglas qui est encore parmi nous. Oui, il n'est pas mort. Mais il y a eu des publications sur son travail de gens qui extrapolaient sur qu'est-ce qu'il avait utilisé dans ces passages. Je pense qu'il y a Chen Kanasta, qui était un mentaliste, qui a plein de passages télé, et il n'a jamais publié l'explication de ces passages, mais il existe des ouvrages de gens qui analysent qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, selon lui, selon les oui-dire. On a entendu, il y a des gens qui m'ont parlé, qui m'ont dit qu'il aurait peut-être fait ça, ceci, cela, voilà. Mais donc, on ne sait pas si c'est les vraies méthodes, pour le coup. Oui, on ne sait pas. Ouais. Ensuite, on n'a pas la confirmation. Ou encore, il y a tout un livre qui est consacré à ce secret. C'est sur Houdini, qui, Houdini était connu pour son escapologie, mais il a fait l'art de s'évader. Ouais, l'art de s'évader. L'art de s'évader d'une boîte quand on est menotté. Voilà. Exactement. Enfermé dans un aquarium avec des chaînes. Dans un bidon de lait, c'était. Le bidon de lait. Et il a fait un tour qui n'a rien à voir un jour, la disparition d'un éléphant sur scène. Et ce secret, lui, n'a jamais été vraiment révélé, même ses escapologies sont pas... Il les a jamais expliquées, par exemple. Tout ce qu'a fait Houdini, il ne l'a pas expliqué lui-même. Ensuite, il y a eu des études, des gens qui ont cherché des informations sur le sujet. Et sur cette disparition de l'éléphant, il y a un livre qui est passionnant, qui est accessible au grand public, qui est un livre pour les passionnés de magie, qui s'appelle... Hiding the Elephant en anglais et qui est sorti sous le titre L'éléphant invisible en français récemment. Aux éditions Marchand de Trucs. Exactement. Et qui part du postulat de je vais vous expliquer ma quête pour comprendre ce fameux tour de l'éléphant. Et donc Houdini est mort sur scène. Il n'est pas mort sur scène, il est mort après. D'un coup. Après, une hémorragie interne, mais c'est après un spectacle. Ouais. L'hémorragie a été provoquée sur scène et il est mort un peu plus tard. Voilà. D'accord, alors moi on va raconter une autre histoire, mais ça fait partie du jeu. Mais ensuite, il y a plein de légendes autour de comment il est réellement mort. Alors moi ce qu'on m'avait raconté, c'est qu'il y avait un type qui était venu le voir en coulisses et qui lui avait dit « Houdini, il paraît que vous êtes capable d'encaisser tous les coups ». C'est la légende. Houdini avait dit oui.
il lui avait donc mis un coup dans le ventre, il lui avait cassé une côte. Houdini avait fait genre, pas de problème, j'ai encaissé ton coup. Il était ensuite allé se mettre la tête en bas dans un bocal, dans un aquarium, donc pendu par les pieds, où il devait donc se libérer et ensuite faire une traction avec les abdominaux pour remonter, comme quand on fait le cochon pendu, et qu'il a jamais su se relever et qu'il s'est noyé. Donc je connaissais pas cette. Et donc c'est faux. Ouais. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Moi c'était l'inverse. C'était sur scène, il demandait à des personnes justement de pouvoir. Qu'il était l'homme le plus fort et qu'il pouvait encaisser n'importe quel coup. Et il a demandé si quelqu'un voulait monter sur scène. Et il y a un boxeur qui est arrivé, il lui a mis un coup sur scène et il a montré tout allait bien. Et après, en sortie de scène, malheureusement, il est mort d'une hémorragie interne. Ouais. Ensuite, on va demander à des spécialistes de l'histoire de la magie, parce que nous, c'est pas notre spécialité, l'histoire de la magie. Mais en tout cas, c'est drôle de voir qu'en fait, on est encore, même sur des artistes comme ça, sur des rumeurs de... il y a plusieurs histoires. Chacun a son histoire. Mais quand on parlait des légendes, justement, quand on parle d'Houdini, où créer ses propres légendes fait partie aussi du travail des magiciens, parce que Houdini, justement, une de ses célèbres évasions, c'était avec des menottes qui étaient censées être inviolables, fabriquées par un type qui avait dit « j'ai fabriqué des menottes totalement inviolables ». Même Houdini ne pourrait jamais y arriver, parce qu'il lui avait lancé le défi. Et Houdini était venu sur scène, s'était fait attacher les mains, fermer des rideaux autour dans un petit cabinet fermé par des rideaux et avec tout le public qui était là à attendre. Et de temps en temps, on ouvrait le rideau et il est sorti en sueur comme ça. Et il avait encore les menottes. Et là, les gens déçus, il fait « j'ai trop chaud, est-ce que vous pourriez m'enlever les menottes ? 5 secondes que je puisse enlever ma veste, tout, et me les remettre pour que je puisse enfin arriver, me concentrer, quoi. » Et donc là, il y a les types qui étaient là, les juges qui surveillaient tout ce qui se passait, disent « non, ça doit être une astuce pour essayer de voir justement le mécanisme, on ouvre, vous lui enlevez pas, machin. » Donc il avait fait très bien. Il avait demandé qu'on lui sorte de sa poche un canif, son canif, on l'a sorti. Il avait coupé ses manches et tout ça pour justement se libérer de la chaleur. Il est retourné et 30 minutes plus tard, il ressort du truc, les mains libérées. Donc la grande légende, il a réussi à se libérer des menottes inviolables. La réalité des études qui ont été faites après pour comprendre ce qui s'était réellement passé, en fait, c'est que depuis le début, il est l'instigateur de tout ça, c'est-à-dire que la personne qui a créé les menottes inviolables, en fait, est de mèche avec lui. C'était Houdini avec une moustache. C'est comme la Team Rocket dans Pokémon, toujours exactement. Pas reconnaissable. Et c'est le compte Olaf. Il faisait lancer des défis, il se mettait avec quelqu'un d'autre qui lui lançait un défi en disant qu'il avait créé des menottes inviolables. En fait, et tout était prévu. Même le moment où il sort, où il demande et où le juge lui dit non, vous n'avez pas le droit. Tout ça était prévu à l'avance et en fait faisait partie de... C'était un immense tour. Voilà. Ouais. Et tout est un tour depuis le début. Il y en a qui utilisent en spectacle, ça, justement. On parlait de Copperfield. Dans le public, il y a des personnes qui crient des choses pour. Oui, Copperfield est tellement obsédé par le détail. Et ça, c'est assez fascinant, c'est beau. Même pour des effets comiques dans son discours. Il va utiliser quelqu'un dans le public qui va lui crier quelque chose sur lequel il va rebondir. Voilà. Fasse vraiment. Bon, ça on peut raconter parce que c'est pas révéler un tour, moi que je trouve génial pour pouvoir faire ça, une blague sur les retardataires. Mm-hmm. En fait, pour être sûr qu'il y a des retardataires chaque soir, en fait, il y a quelqu'un de son assistante qui va voir quelqu'un au fond de la salle et qui dit « on a 2 places qui sont libérées tout devant, si ça vous intéresse, vous pouvez aller les prendre ». Une fois que le spectacle a commencé ça. Donc les gens, ils sont contents, ils ont payé des catégories 4, on leur propose une catégorie 1, donc oui, bien sûr. Et comme ça, on se retrouve avec un couple qui se déplace jusqu'au premier rang pendant le spectacle. Qui s'en prend une. Et voilà, et qui se fait alpaguer par David Copperfield pour faire un effet comique. Donc le magicien a vraiment le souci, les magiciens ont souvent le souci justement de tous ces détails. Alors on a parlé de tous ces tours qui sont des inspirations, qui s'inscrivent dans le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, un des Graals, ce serait pas de créer quelque chose de complètement nouveau ? Ce serait un Graal. Oui, ce serait un Graal absolu. Ouvrir même réellement une nouvelle voie, parce si on résume les choses au niveau des effets en magie, la notion de l'effet que voit le spectateur, on va parler pour notre domaine qui est le mentalisme, finalement ça reste assez limité, parce que ça va être une prédiction, une lecture de pensée. Voilà, donc deviner ce à quoi pense la personne, prédire le choix qu'elle va faire, ensuite il y a agir sur la matière, on va dire des effets de ce genre-là. Finalement, tous les effets qu'on va créer vont s'inscrire, si on devait les résumer de la manière la plus concise possible, ce serait ça. Il a lu dans mes pensées. Donc la vraie nouveauté, ensuite, elle va venir dans ces domaines limités, de la façon dont ça va se dérouler et de ce que va véhiculer au spectateur l'effet. Ensuite, on ne ferme pas la possibilité d'inventer peut-être une nouvelle voie de magie. Je ne dis pas que c'est nous qui le ferons, mais il peut y avoir des nouvelles voies de magie qui arrivent, des nouvelles approches. On parlait de David Blaine tout à l'heure. Il a, par exemple, pour sa part, lui, a vraiment bouleversé en grande partie l'approche de la magie en amenant le côté, ce qu'on appelle la street magie.
Alors, ça existait sous des formes un peu différentes avant, mais de cette magie qui est dans la rue, totalement impromptue, avec une chose du quotidien, mais des choses totalement improbables. Je veux dire, l'idée de prendre une mouche sur un pare-brise, une mouche morte sur le pare-brise d'une voiture et de la réanimer. Voilà. C'est des choses qui, pour le coup, ont une approche nouvelle, ce côté-là, complètement, le type que vous croisez dans la rue. Et là, on n'est plus dans le magicien, c'est le type lambda mystérieux que vous croisez dans la rue qui d'un coup va amener la magie. Donc, il y a des nouvelles approches de magie comme ça qui sont poussées en avant par certaines personnes. Et donc, il est possible, de toute façon, je pense, encore d'inventer des choses qui n'ont jamais été faites. C'est ce qui nous fait rêver aussi, d'essayer d'atteindre. Oui, et puis on a tous cette envie au final. Tout le monde, c'est ça. Donc, c'est ce qui nous permet de on n'y arrive pas continuer forcément, à travailler. mais en tout cas, on a envie de le faire. Pour raconter un peu aux gens, une de vos spécificités, c'est qu'en plus de faire des tours, de produire du matériel magique et des effets qui sont innovants, étonnants et souvent aussi simples et accessibles, vous avez connecté vos effets entre eux, ce qui fait que si on a 2 de vos productions, on peut faire quelque chose qui est totalement incroyable. Ce qui fait en plus que d'un point de vue marketing, ça pousse aussi les gens à acheter plus de vos produits, mais ils en ont pour leur argent. Enfin, c'est formidable. Alors, si on veut voir votre travail, c'est un peu le sujet compliqué sur ce podcast. C'est que d'une part, on n'a pas vraiment envie de faire ce qu'on appelle le débinage, c'est-à-dire amener les auditeurs à découvrir des secrets. En même temps, je pense que si on a des auditeurs qui s'intéressent à la magie, ils vous découvriront d'une manière ou d'une autre. Ils découvriront votre travail avec des spectacles. Est-ce qu'il y a des spectacles dont vous avez envie de parler, des choses qui vont sortir sur lesquelles vous avez envie de communiquer, des conseils à donner ou... Il y a le spectacle de Rémi Larousse que les gens peuvent aller voir, c'est très bien, qui va tourner, qui part en tournée, qui a fait Avignon, il était complet sur Avignon, donc qui s'appelle Le Songe d'un illusionniste. Donc Rémi Larousse, ouais, qui a joué à Paris pour la dernière fois là, en avril, donc là ça va plutôt être de la tournée. Ouais, ça va être des dates de tournée. En province. Puis d'aller voir tous les spectacles de magie et de mentalisme en fait. Oui, c'est ça, de toute façon, pas forcément ceux qu'on a écrits. Je pense que... tant qu'à faire. Là, vous êtes là. Mais je pense que de toute façon, l'envie, le plaisir de voir un spectacle de magie va nourrir l'envie d'en voir d'autres. Et de toute façon, c'est pour ça. Je pense qu'il y a aussi de la place pour tout le monde. Donc, allez voir des spectacles de magie. Nous, en ce moment, dans ceux qu'on a écrits, il n'y a que celui-là qui tourne parce que les autres viennent de se finir en exploitation. Et il y en a 2 autres qui vont arriver, mais on ne peut pas donner de précision pour l'instant. Donc, 2 autres en 2020. 2020, voilà. ouais. Bah c'est bien, voilà. Votre parole est rare et je pense que tous les passionnés de magie seront contents de vous entendre et puis de vous retrouver dans le milieu à travers vos livres et vos créations. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir partagé ce moment avec nous et votre expérience. Merci de nous avoir accueillis. On était très contents d'être là. Vous venez d'écouter Magicos, produit par Slide.fr. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous lâcher de très grosses étoiles et à parler de nous sur vos réseaux sociaux. Si cet épisode vous a déplu, laissez un commentaire négatif sur la page TripAdvisor du McDo de la Gare d'Orléans. Retrouvez tous les épisodes de Magicos sur Slide.fr et sur vos plateformes de podcast préférées.